Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. Il y aura des élections de mi-mandat dans quelques mois et en 2028, ce seront les présidentielles. Donald Trump ne pourra pas se présenter, mais il n'y a pas juste le sort du Parti républicain là, qui est intéressant, il y a celui du Parti démocrate parce qu'aux dernières présidentielles, on a gardé Joe Biden jusqu'à constater que ça n'allait plus du tout. Il s'était effondré durant le débat. On a pris Kamala Harris, c'est allé très vite et ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a des rumeurs, ça serait peut-être pas elle la prochaine fois, Kamala Harris, mais qui ce sera alors? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, Karima. Le Parti démocrate, historiquement, comme le Parti républicain, c'était un parti sur la question, par exemple, palestinienne et sur la question des Juifs aux États-Unis. On était très favorable à tout ce qui était, disons, coïncidait avec les intérêts des Juifs. Le soutien d'Israël, en fait. On parle, je pense que c'est ça qui revient beaucoup aujourd'hui, c'est le positionnement par rapport à Israël. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est la question, effectivement, palestinienne, ce qui se passe à Gaza. On a vu dans le Parti démocrate, par exemple, le maire de New York, le nouveau maire de New York, son appui extrêmement senti pour la cause palestinienne. Donc, comment va se positionner le Parti démocrate là-dessus? Est-ce que ça va faire l'unanimité? Ça, c'est une vraie question. Puis le soutien des États-Unis, est-ce qu'il va être encore sans condition par rapport à ce qui se passe du côté... Est-ce qu'il va être sans condition envers Israël par rapport à ce qui se passe en ce moment? En tout cas, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, puis on va en parler avec François Fournier. Non, dans quelques instants, mais tu sais, ce qui est important quand même de constater, c'est parce que moi, j'ai entendu des gens dire, bon, les démocrates revirent leur chemise, il y a eu un changement démographique aux États-Unis. Veut pas, là. Je veux dire, si on regarde, par exemple, la population arabe ou musulmane, il y a 30 ans aux États-Unis et qu'on évalue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle a connu une croissance beaucoup plus importante que la population juive. Donc, forcément, on a des gens qui sont nés aux États-Unis, qui ont grandi aux États-Unis, qui sont arrivés aux États-Unis et qui se sont mis notamment à s'impliquer en politique, à influencer les politiques publiques, à influencer les lignes de conduite des partis. Ça, la démographie, c'est l'histoire. Et le Parti démocrate et les États-Unis en général ne passeront pas à côté de cette logique-là. C'est-à-dire, si la population change, ben, les valeurs, les principes, parfois changent en ligne de compte. Et le Parti démocrate va peut-être être le premier théâtre de ça. On a des sondages qui sortent et l'appui à Israël baisse d'année en année à l'intérieur même du Parti démocrate, à l'intérieur même du Parti républicain, parce que la population change. Et ils n'auront peut-être pas le choix de revoir leur soutien indéfectible à la communauté juive, à Israël également. On a vu, par exemple, à New York, qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont partis. Ils ont quitté. Ils sont allés à Miami. Ils ont dit ici, on n'a plus l'impression que c'est encore le meilleur endroit après Israël où vivre et où faire des affaires et où évoluer et faire grandir des familles. Oui, puis après, je pense qu'il faut faire aussi attention à la part des choses, c'est-à-dire les décisions du gouvernement de M. Netanyahou, c'est une chose. Puis ensuite, tu as la communauté juive qui va être installée, par exemple, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je pense qu'il faut faire attention. Des fois, on met tout dans le même panier, comme on dit, et il faut faire attention aussi. Des fois, il y a une espèce d'hostilité envers la communauté juive. On a vu la montée de l'antisémitisme un peu partout, des actes antisémites, et on fait des espèces d'amalgames. Puis ça, je pense que c'est extrêmement grave, tu vois, un peu, d'associer finalement n'importe qui aux politiques de M. Netanyahou et ses choix qu'il décide de faire. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et tu as raison de poser la question sur l'appui des Américains, parce que les Américains, les États-Unis qui soutiennent Israël, donc il y a cet élément-là. Et aujourd'hui, tu parles de la démographie qui change, mais je pense aussi c'est à gauche et notamment à l'extrême gauche, mais sur la cause palestinienne, et c'est aussi comment est perçu Israël. Moi, je trouve malheureusement, il y a aussi cette diabolisation où on est dans ce côté sur l'aspect, mettons, de la colonisation et tout ça. Et on va assimiler, comme je disais, des personnes de confession juive qui n'ont rien à voir avec des décisions politiques. Et cette haine des Juifs, cet antisémitisme va se répercuter contre eux alors qu'ils n'ont rien à voir avec des décisions politiques. Mais la gauche n'a jamais été du côté d'Israël.
honnêtement. Non, mais Non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le changement démographique qui influence. Parce non, mais que aujourd'hui, il y a 20 ans, la gauche mais... n'était pas du côté d'Israël, mais pourtant, au Parti démocrate, on avait plus de militants. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une cause qui rallie beaucoup à gauche. C'est devenu un élément central. Je te dis, c'était peut-être pas un élément central, la cause palestinienne, il y a 20 ans, dans les arguments de vente. Ce que je te dis, pour certains, oui, ça a toujours été important. Mais tu sais, aujourd'hui, regarde même, tu sais, au Canada, au Québec, regarde en France, avec, tu sais, la France insoumise, c'est devenu un élément central quand ils partent en élection. Ben, il y a la cause palestinienne qui devient un élément central aujourd'hui, chose qu'on voyait peut-être un peu moins avant. C'est devenu, bon, évidemment, il y a eu les événements. Tu marques un et point. après, le 7 octobre, comment il y a eu les réactions après, comment ça s'est passé dans les mois qui ont suivi et tout ça. Donc, évidemment, ça a remis ça au devant de la scène. Donc, on en parle davantage, mais je veux dire, je pense que c'est devenu quand même quelque chose de central. Écoute, on le voit même dans les rues de Montréal. C'est pas quelque chose... C'est sûr, mais il y a quand même quelque chose qui se passe... Il y a 10 ans, tu voyais pas ça comme ça, là, cette mobilisation-là. Mais il y a quelque chose qui se passe tranquillement, parce que même au Parti républicain, les chiffres le prouvent. Le soutien baisse d'année en année. Puis ça, là, on parle pas de cette gauche qui est dans la rue, ni de cette gauche en général. Non, mais elle met de la pression. C'est-à-dire... parce que la population change. C'est pas une affaire de jugement de valeur ou quoi, là. J'essaie juste d'observer. C'est que tu vas avoir aussi une pression sur le Parti démocrate. Tu sais, quand je te dis qu'il y a des tensions au sein du Parti démocrate, l'aile qui est beaucoup plus à gauche, qui va aussi mettre de la pression, que ce soit sur d'autres sujets aussi, hein, pas que sur l'enjeu de ce qui se passe du côté de Gaza, sur d'autres éléments aussi. Là, quand on parle de politique de gel des loyers, c'est ce qui se passe à New York aussi, de ce côté socialiste, le côté très à gauche. Il y a des démocrates qui ne se reconnaissent pas là-dedans non plus. Donc, tu sais, ces éléments-là. Mais oui, tu as raison, il y a aussi... des éléments de démographie qui font que certaines causes prennent plus d'espace et mettent plus de pression sur les différentes administrations. François Fournier est avec nous. Bonjour François. Est-ce que c'est pas le défi principal peut-être que va devoir traverser le Parti démocrate, c'est-à-dire on a une tradition, on a aussi des sources de financement, il faut quand même le dire, là, et on a aussi des militants qui nous demandent d'aller dans un sens contraire. Comment allier ces trois choses-là? Oui, ben je trouve que c'est un sujet absolument fascinant parce que ça montre, on a parlé de cet aspect-là beaucoup dans la politique canadienne, dans le fond, la politique de ce qu'on appelle le communautarisme, donc c'est-à-dire il n'y a aucun parti, en fait, qui peut faire l'économie d'essayer de gagner quelques dizaines de comtés qui sont où est surreprésenté, par exemple, certaines communautés. Donc, aux États-Unis, c'est pareil, c'est pas différent du Canada de ce côté-là. Donc, comme la quantité de gens d'origine maghrébine, musulmane augmente massivement aux États-Unis depuis les années 2000. Puis là, on connaît tout le contexte des différentes guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, évidemment, et plus récemment avec l'Iran. Il y a une hostilité montante aux États-Unis envers l'État d'Israël où, traditionnellement, on considérait que c'était comme une espèce de mariage de raison entre Israël et les États-Unis. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent que c'est un qui domine l'autre et l'autre ou l'autre qui domine l'autre. Mais en réalité, c'est que Israël voit les États-Unis un peu comme leur gendarme, et les États-Unis voient aussi Israël comme leur pied à terre au Moyen-Orient. Donc, chacun trouve un peu son avantage géopolitique, là, géostratégique dans tout ça. Mais ce qui est particulier, c'est que maintenant, c'est un clivage qui traverse les deux familles politiques. Je pense que Rémi t'a mis le doigt dessus un peu. Donc, du côté démocrate, on cherche à courtiser une base issue de la diversité qui est plus traditionnellement attachée au Parti démocrate et qui embrasse la cause de Gaza. Là. Donc, on parle de toute la mouvance là, Queer for Palestine qui mêle LGBT à ça et tout. Mais aussi, tu as une clientèle naturelle issue de la communauté juive qui a toujours été un petit peu plus démocrate que républicaine. Et les deux partis, historiquement, se chicanaient un peu cet électorat-là. Et aux États-Unis, dans une optique où les élections se gagnent à 50 points quelque chose contre 49, là, ça ressemble un peu toujours à un référendum sur la souveraineté, là, le vote populaire aux États-Unis.
États-Unis. C'est des marges faméliques dans certains États. Ça se peut se décider par quelques dizaines de milliers de votes. Vous comprendrez que ces positions-là sont absolument importantes. Donc, du côté des démocrates, ça va maintenant jusqu'à éliminer certains candidats du choix, par exemple. Donc, dans la dernière élection, beaucoup de gens pensaient que Mme Harris allait choisir Josh Shapiro, donc le politicien de la Pennsylvanie. Et comme il était d'origine juive et plutôt pro-Israël, on lui a préféré Tim Walz, qui s'est pas avéré un choix particulièrement judicieux. Et du côté des républicains, ça se déchire même au sein de la base pro-Trump entre, par exemple, une Candace Owen et un Ben Shapiro qui est juif lui-même, qui fait ses vidéos en arborant la kippa même. Et Candace Owen, maintenant, qui est dans une espèce de délire où elle l'accuse d'être impliquée via Israël dans le décès de Charlie Kirk. Donc, tout devient excessivement politisé autour de cette question-là. Puis c'est un peu nouveau aux États-Unis. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup en France, notamment là, la question israélienne et palestinienne qui surplombait la politique nationale. Là. Mais maintenant, ça s'invite au Canada, ça s'invite aux États-Unis, parce que je rappellerai que et le Canada et les États-Unis étaient des alliés quasi inconditionnels d'Israël, si on remonte à il y a 20-25 ans. Mais ça déchire la base libérale au Canada, ça déchire la base républicaine et démocrate aux États-Unis. Et moi, je trouve ça particulièrement inquiétant parce qu'on peut avoir notre avis sur ça, mais la politique de notre pays ou de l'endroit d'où on vient ne devrait pas être déterminée en fonction de conflits étrangers ou de conflits ethnico-culturels qu'il y a ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Là. Tu sais, je me demande, l'Américain du Midwest qui est ni juif ni musulman, tu sais, qui peut être protestant ou catholique, qu'est-ce que ça peut lui faire un peu tout ça en termes de politique? Ça le gonfle, là. Ah ouais. Ça le gonfle plutôt qu'autre chose, là. Oui, tout à fait. Non, et je repensais à ce que tu disais effectivement lors des dernières élections aux États-Unis, en fait, quand ça a été la grande campagne, la présidentielle, notamment dans le Michigan, on essayait d'aller chercher le vote des musulmans, puis il y avait beaucoup d'Américains de confession musulmane qui avaient décidé de voter pour Donald Trump. Bon, il y en a aujourd'hui qui se disent « Ah, peut-être qu'on a mal fait, tout ça », mais c'est vrai que ça devient une espèce c'est le vote communautaire, là. On va aller chercher ça, puis ça prend de plus en plus de place ces conflits à l'international. Mais à quoi on peut s'attendre? Oui, vas-y. Peut-être juste à apporter un point là-dessus, c'est que souvent, on va nous trouver des exemples un peu marginaux de « Ah, il y a un rabbin antisioniste » ou « Il y a un musulman qui est plutôt ouvert à Israël », mais les enquêtes d'opinion sont quand même claires là-dessus. Là. Il y a réellement un vote communautaire de ce côté-là. J'en parlais même dans mon dernier livre là-dessus. Là. Lorsqu'on sonde les Américains, par exemple, d'origine musulmane ou d'origine juive, là, c'est plus de 95% de chaque côté. Donc, les Juifs sont excessivement pro-Israël et les musulmans sont excessivement pro-Palestine. Donc, c'est vraiment... Parce qu'on pourrait penser, se dire, ouais, mais peut-être c'est pas tout le monde. Il y a quand même, ça existe, des Juifs antisionistes. Ouais, mais c'est marginal. C'est très, très marginal comme position. C'est une question que je vais te poser, parce que je sais que tu es capable d'y répondre, qui est quand même peut-être... assez métaphysique. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les États-Unis s'ils changent leur fusil d'épaule? Peu importe si le Parti républicain ou le Parti démocrate l'emporte, mais que le prochain gouvernement est formé par un président ou une présidente qui, sur la question israélo-palestinienne, prend une position qu'on n'a jamais vue à la Maison-Blanche, au niveau des valeurs, au niveau des principes, au niveau de ce qu'émane en matière de politique étrangère. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire comme changement dans l'histoire des États-Unis? Ben, ce sera un changement radical de politique étrangère qu'on n'a pas vu, en fait, depuis la fondation d'Israël. Là, même, on disait Barack Obama était plutôt, il disait pas trop, mais était probablement plutôt assez ouvert à la cause palestinienne. Mais je pense que ce serait un changement de paradigme vraiment important, puis ça mettrait en jeu beaucoup de relations au Moyen-Orient. Je ne sais pas à quel point ça pourrait déstabiliser. Le scénario qui pourrait, théoriquement, je dis théoriquement, je vais expliquer pourquoi après, être le plus probable de tout ça, ce serait, par exemple, l'élection d'un Zoran Mamdani comme président, mais il ne peut pas l'être pour l'instant parce que la Constitution stipule que tu dois être né aux États-Unis pour devenir président, mais lui, il est né à Kampala, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais donc, il serait inéligible à moins qu'on fasse un amendement constitutionnel, ce qui risque pas d'arriver. Mais il y a fort à parier qu'il y a quelqu'un de sa famille politique qui va finir ou pourrait finir par être un représentant démocrate. Ça pourrait être Alexandria Ocasio-Cortez qui partage essentiellement ses vues sur la question de Gaza et qui maintenant a l'âge de se présenter. Là. Donc, le scénario que tu dis et que tu présentes n'est pas impossible. Puis après, il faut voir après les différents
réseaux d'influence, jusqu'à quel point ils ont encore l'influence pour peser sur la position officielle qu'auront les partis. Parce qu'on pourrait toujours se dire, ben s'il est élu, peut-être qu'elle va mettre un peu de l'eau dans son vin, puis elle va dire, ben non, quand même, on est un allié historique d'Israël au Moyen-Orient, ça changera pas malgré des positions passées. Là. Parlons maintenant, revenons au Québec sur un dossier plus judiciaire. On va aller du côté là, des peines minimum en lien avec de la détention là, de matériel de pornographie juvénile. Tu voulais parler d'une décision qui peut faire sursauter là, certains. Ouais, je trouve que le système de justice, c'est une constatation que j'ai de plus en plus, a beaucoup d'égards envers les gens qui sont condamnés, mais assez peu d'égards envers les victimes. Donc, dans ce cas-là isolé, bon, on parle de quelqu'un qu'on dit qu'il avait une forme de déficience intellectuelle, là, donc avec un âge mental dans l'article de CTV, on nous dit entre 8 et 11 ans. J'aimerais qu'on m'explique comment quelqu'un qui a 8 ans d'âge mental peut faire de la distribution de matériel via Internet. Là, j'ai un peu de misère à acheter cette histoire-là, mais mettons que tout ce qui est écrit dans l'article est absolument factuel. À aucun moment dans la décision ou dans les nouvelles qui sont rapportées, on parle de ces enfants-là que leur vie a été traumatisée par des agressions, par de l'abus sexuel. Et on met beaucoup d'instances pour nous dire, écoutez, c'est important, là, la réhabilitation et la peine ne doit pas être cruelle. On dit que la peine aux prévenus, par exemple, pourrait... en fait, on dit qu'ils sont constitutionnellement vulnérables, ces personnes-là qui peuvent être condamnées. Donc, on a enlevé la peine de 2 ans de prison pour la remplacer par 6 mois de travaux communautaires. 6 mois de travaux, ouais. 6 mois, pensez à ça, 6 mois de travaux communautaires. On parle que la personne avait 600 images et 150 vidéos différents d'enfants qui se font abuser sexuellement. Il en a fait l'accumulation, la distribution même à d'autres personnes, on dit là-dedans. Je comprends qu'on ne peut pas considérer quelqu'un qui n'a pas tout son appareillage mental d'adulte sur le même point d'égalité, mais je me dis, à quelque part, il faut quand même penser à la protection du public. Là. Si on fait face 6 mois de travaux communautaires, puis après tout est fini, qu'est-ce qui nous dit que la personne ne recommencera pas? Non, mais surtout si la personne a un retard intellectuel. Il me semble qu'on n'a aucune... C'est une multiplication de jugements récemment qu'on voit. On en a parlé avec l'histoire d'une peine bonbon parce qu'on a des origines autochtones, ce genre de trucs-là. Puis à quelque part, je me dis toujours, mais où sont les droits des victimes dans tout ça? Où sont les gens pour se préoccuper de ces enfants-là qui ont été abusés, violés, dont la vie sont probablement hypothéquées jusqu'à la fin de leur jour? Savez-vous quoi? Je ne veux pas paraître insensible, mais ma considération pour le bien-être du prévenu est assez secondaire par rapport à tout ça. Là. Ah, ben, je parie que toi. En passant deuxième, il y avait eu aussi un homme qui avait pris un bébé, il l'avait garroché comme ça au bout de ses bras, puis parce qu'il était autochtone, c'est parce que là, ça s'inscrivait dans un long cycle de violence systémique, puis on était reparti pour ce niaisage-là. Dans le cas dont on parle, par contre, là, le cas qui vient de passer devant la cour, dans cette affaire de pédophilie-là, c'est que, et c'est peut-être là que moi je trouve des fois qu'on travaille mal en matière de droit, c'est qu'on dit, si on dit à partir de là que c'est 1 an minimum, ben ça veut dire que dans des cas comme celui-là, où on a quelqu'un qui est déficient, on va lui appliquer une peine minimale que lui ne mérite pas. Alors, il y aura jurisprudence, mais il n'y a pas moyen d'écrire dans le droit que quand il est question d'un déficient, on va le juger différemment, puis quand il est question de quelqu'un de totalement normal, même s'il n'est pas normal puisqu'il y a des comportements pédophiles, mais on comprend ce qu'on veut dire, eh bien là, on va appliquer la peine minimale. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de faire cet alinéa-là dans la loi, ça changerait tout, parce que là, parce que le déficient n'aura pas 1 an minimum, celui qui n'est pas déficient, lui, il n'aura pas lui aussi 1 an minimum. Ben oui, puis je veux dire, l'argumentaire, à mon avis, est un peu délirant. Là. On dit l'emprisonnement de ce délinquant méconnaît le principe d'individualisation et révèle une sévérité qui empêchera sa réinsertion sociale. Juste 2 commentaires là-dessus. Il me semble que faire 1 an de pénitencier, ça n'empêche pas la réinsertion sociale. Il me semble que c'est une peine qui n'est pas si sévère que ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que veut dire la réinsertion sociale pour quelqu'un qui a 8 ans d'âge mental? Est-ce que ce concept-là s'applique même à quelqu'un qui est dans cette condition-là? Comment peut-il être réinséré s'il comprend même pas ce genre de concept-là? Je sais pas de quoi je lisais cet article-là, je disais, on marche sur la tête en ce moment. Là. On marche sur la tête. C'est complètement lunaire.
c'est ça. Parce que, donc, juste de rappeler, on parle de cette peine minimale d'1 an pour diffusion de contenu là, à caractère pédocriminel. Ça a été jugé, donc, inconstitutionnel. Là. Ça disait que finalement, c'est trop cruel. Mais c'est toujours, François, peut-être, cette idée, on a mis beaucoup l'accent sur les accusés. Hein. Tu parlais, la réhabilitation, tout ça. Et les victimes, on a l'impression que ça passe en deuxième. On a vu qu'avec le changement, par exemple, sur les tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles, on a remis les victimes à l'avant-plan. Est-ce qu'on aurait intérêt à faire ça davantage dans d'autres éléments, de remettre, de repenser aux victimes plus peut-être qu'à l'accusé? Ben, je pense que oui, et on aurait intérêt à se rappeler une chose, c'est que on dirait que, moi, à mon sens, la prison a sert 3 objectifs différents et on n'en prend qu'un seul. Le seul qu'on considère, c'est celui qui est une espèce de maison de redressement où on amène quelqu'un à reprendre le bon chemin pour la société. C'est vrai que c'est une des fonctions de la prison, mais il y en a une autre. L'autre, c'est de protéger la population contre des gens dangereux ou potentiellement dangereux. Et la troisième, c'est l'effet déterrant, c'est-à-dire l'effet dissuasif que tu veux avoir sur d'autres personnes qui pourraient commettre des crimes. Ça, c'est important. On dirait qu'on ne pense plus à ça. On pense jamais à ça. C'est le point que Rémi amenait. C'est-à-dire, si on enlève l'obligation minimale pour ce genre de truc-là, ben c'est l'humain est fait comme ça. Là. Oui, on a des valeurs, de la morale, tout ça, mais les gens qui commettent des crimes, leur comportement passe au-dessus de ce genre de truc-là. Donc, tu dois avoir pour eux l'idée que si tu te fais attraper à faire ça, ça va être 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans de prison, selon la gravité du crime. Si on dit, il n'y aura pas de peine minimale, puis selon ton état ou ton passé, ça se pourrait même que ce soit juste des travaux communautaires. L'effet dissuasif est clairement moindre. Là. Et ça, on dirait qu'on l'a comme oublié, cette affaire-là. Oui, complètement. Et peut-être rapidement, une petite rapide, j'allais dire, sur... on en a parlé hier, là, depuis l'arrivée de la CAQ, c'est près de 50, là, il y a beaucoup plus de subventions pour les entreprises. On dit près de 50 % de plus en subventions aux entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant de voir les chiffres qui sont sortis par l'Institut économique de Montréal pour ça, parce que c'était comme une intuition qu'on avait en voyant la multiplication des annonces. Là. Et je pense que beaucoup de partis vont avoir à se positionner là-dessus en vue des élections qui s'en viennent, parce que je pense qu'on est arrivé au bout de ce modèle-là. Là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite tout le temps. Là. C'est pas en donnant des millions et des milliards en subventions qu'on va stimuler l'activité économique tant que ça. Là. Les études là-dessus montrent c'est assez mitigé, les résultats. Là. Puis on le voit, là, c'est la vérificatrice générale qui le disait, c'est plus de 700 millions qui ont été donnés en subvention à des compagnies qui sont pas en difficulté, en faillite. Et ça, c'est l'argent durement gagné des gens qui nous écoutent. Là. Je trouve qu'il faut prendre ça avec un peu de sérieux, puis je vais suivre en conclusion très attentivement quelles seront les propositions des partis à ce niveau-là pour les prochaines élections, parce qu'à mon avis, c'est crucial. De l'argent des entreprises en faillite. OK, moi, j'ai hâte à midi. Là. Je suis plus capable. Bye-bye. OK, bye-bye, François. Ciao.